Aujourd'hui, on va parler parentalité numérique et protection en ligne des ados, un sujet qui questionne beaucoup. Comment limiter le temps d'écran? Qu'est-ce qu'ils fabriquent sur son téléphone? Et quels sont les risques? Ainsi que beaucoup d'autres questions. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, ça vous permettra de ne pas manquer les prochains épisodes. J'ai eu la chance d'assister à la présentation de la nouvelle initiative éducative de Meta, le campus des parents dont on va parler aujourd'hui avec Capucine Tuffier, responsable des affaires publiques de Meta France. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Capucine Tuffier et je suis responsable affaires publiques chargée de la protection de l'enfance chez Meta en France. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans l'entreprise. Ok, alors pour rappel, parce que c'est vrai que Meta ça parle pas forcément à tout le monde, donc Meta ça comprend Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, c'est ça? Exactement. Ok, super. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux des problématiques que vous avez pu remarquer chez les jeunes utilisateurs du coup des plateformes? Oui, tout à fait. D'abord, je pense que ce qu'il faut redire, c'est que les réseaux sociaux font partie de nos vies, à tous les utilisateurs, mais aussi des adolescents. On peut dire, je pense que nos ados sont connectés aujourd'hui, au bon sens du terme. Et en fait, les réseaux, on ne le dit pas assez, je trouve, apportent beaucoup de choses positives. D'abord, j'insiste sur ce point, pour se connecter avec ses amis, pour explorer ses centres d'intérêt, pour suivre ses personnalités préférées. Par exemple, mon frère, qui a 14 ans, il utilise Instagram tous les jours pour aller suivre ses footballeurs préférés, parce qu'il adore le foot, pour apprendre des choses aussi, des recettes, enfin des choses toutes simples de la vie. Et donc ça, c'est important de le redire. Mais au-delà de ça, ce qu'on a beaucoup observé aussi, c'est que les réseaux sont un endroit où les gens viennent challenger des stéréotypes, viennent raconter leur histoire sur plein de thématiques différentes, viennent célébrer la diversité dans la beauté. Moi, je pense à plein de mouvements qui se sont créés sur nos plateformes, notamment Instagram, des mouvements d'acceptation de soi, beaucoup aux États-Unis, et c'est très propulsé là-bas, mais également en France. Moi, je pense à une fille qui s'appelle Louise Aubry, qui est plus connue sous le nom de My Better Self, mais qui a un discours vraiment canon, super positif, qui encourage sa communauté sur beaucoup de sujets sociétaux. Donc voilà, on voit beaucoup l'émergence aussi de ces mouvements positifs, donc sur l'acceptation de soi, mais pas que, sur des mouvements comme le réchauffement climatique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui émergent. Donc avant tout, redire que c'est un endroit très positif avec beaucoup de bienveillance, mais bien sûr, comme tout, comme dans la vie réelle, les choses s'encadrent. Parfois, on peut être confronté à des situations un peu plus compliquées. Et nous, justement, on répond aussi à ça. Ce qu'on prône, c'est qu'il faut encadrer, quand on parle des adolescents, leur activité en ligne. Ça passe par poser un cadre, par fixer des règles, se saisir justement d'outils qui sont mis en place par la plateforme. J'aimerais aussi réinsister sur le fait qu'il y a des règles sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On a vraiment des règles précises sur ce qui est autorisé ou non, en termes de contenu. Et d'ailleurs, on a beaucoup investi dans cette technologie de modération proactive entre guillemets pour s'assurer qu'il y ait le moins de contenu problématique sur nos plateformes. Et ensuite, voilà, je pense qu'il faut se saisir de ces outils, je le disais, beaucoup de positifs, mais il faut encore une fois être encadré, des outils à la fois à destination des parents, je pense qu'on va y revenir, mais des outils de supervision parentale, des outils aussi pour mieux gérer son temps en ligne, donc notamment le fait de pouvoir se fixer des limites de temps par jour. Par exemple, si vous fixez ou vous voulez fixer à votre adolescent, de se dire tu passes pas plus d'1 heure par jour sur la plateforme, et bien sur Instagram et sur Facebook, c'est possible. Une fois que l'heure sera passée, on va l'inviter à quitter son application. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place très facilement, et on a beaucoup d'outils pour les protéger, pour s'assurer qu'ils aient un usage raisonné aussi des écrans, et que l'expérience qu'ils ont sur notre plateforme soit la plus positive possible. D'accord, super, merci beaucoup déjà pour toute cette positivité. Mais du coup, quelles sont un peu les problématiques finalement que vous avez pu constater, hormis le fait que ça soit super positif d'être sur les réseaux? Est-ce que vous avez pu
analyser un petit peu des choses qui se passaient et du coup trouver des solutions forcément pour pallier à ça. Voilà, je pense que, comme je disais, il n'y a pas de délimitation entre la vraie vie, entre guillemets, la vie à l'école, la vie dans la rue, au club de foot, et la vie sur les réseaux. Et comme dans ces instances-là, je pense qu'on peut être confronté à des situations, des comportements pas très bienveillants. Dans la cour de récré, on parle un peu de choses pas sympas qu'on peut dire à ses copains. On peut retrouver, je pense, ce type d'interaction sur les réseaux sociaux parce que c'est la prolongation, encore une fois, des interactions sociales. Et du coup, nous, justement, face à ça, on a des outils pour éviter ces contenus offensants, pour éviter des messages d'insultes, des messages de haine, des messages de harcèlement. Peut-être une fonctionnalité que j'aime bien mettre en avant, c'est la fonctionnalité mots cachés. C'est une fonctionnalité que vous pouvez activer sur Instagram qui permet de définir personnellement la liste de contenus que vous jugez offensants, que ce soit des emojis, que ce soit des mots ou des expressions. Vous rentrez votre liste personnelle dans Instagram et à partir du moment où vous l'avez rentrée dans Instagram, vous ne verrez plus jamais ces contenus. C'est-à-dire que vous ne verrez plus de commentaires qui comprennent ces mots ou ces emojis ou ces expressions que vous ne voulez pas voir. Et pareil, dans vos messages privés, vous ne les verrez plus. Donc ça, c'est typiquement... Est-ce que c'est vraiment le message en entier qui disparaît ou c'est juste le mot qui disparaît? Le message. Ok, d'accord. C'est vraiment en fait l'analyse de tout le message. Si ce message-là comporte un des mots, c'est tout le message qui disparaît. Oui, exactement. Okay. Et plus important encore, parce qu'on sait qu'il y a des petits malins qui s'amuseraient à contourner, à écrire un mot différemment, avec une orthographe différente, mettre un S, une majuscule ou je ne sais quoi. On a pris en compte aussi ce type de retour, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive ou de gens qui essaient de contourner ce type d'outil. Et du coup, où on trouve cet outil magique? Eh bien, dans les paramètres sur Instagram, vous pouvez consulter. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle mots cachés. D'accord. Hidden words en anglais, si vous avez paramétré Instagram en anglais. Et voilà, vous cliquez dessus et c'est là-dedans que vous pourrez remplir votre liste de mots, d'emojis ou d'expressions. Trop bien. Donc du coup, voilà, on peut faire ça pour son propre compte ou celui de son enfant, finalement. Exactement. On peut complètement avoir cette discussion avec son enfant et lui suggérer ce type d'outils. Quand on est parent, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'activer la supervision parentale. On a annoncé hier, par ailleurs, qu'on la déployait sur Messenger. Aujourd'hui, elle existe déjà sur Instagram. Et très concrètement, quand vous êtes parent, ça vous permet de faire 4 choses différentes. C'est d'abord de pouvoir voir l'activité en ligne de votre enfant. Donc sur Messenger, par exemple, voir combien de temps votre enfant passe. Ensuite, avoir accès à sa liste de contacts et notamment quand il la met à jour. Donc je pense que quand on est parent, c'est un peu rassurant de se dire je vois avec qui mon enfant parle, je vois quel type d'interaction il peut avoir. Ça aide aussi à avoir cette discussion, ce dialogue qui est super important à la maison. Et aussi, ça permet, cet outil permet de savoir quand votre enfant signale un contenu ou un compte. Donc quand il est face justement à ces, on en parlait, ces contenus plus problématiques, ces situations un peu difficiles, qui ne veut pas forcément en parler, avec la supervision parentale, le parent justement va pouvoir être notifié de cela. Donc encore une fois, ça facilite, je pense, le dialogue à la maison, parce que c'est pas facile de parler à un ado aujourd'hui. C'est difficile aussi de suivre son activité en ligne, même pour un parent, je pense, de suivre tout simplement l'évolution des réseaux sociaux. Ça va tellement vite, il y a des nouvelles plateformes tout le temps, des nouveaux outils, la preuve, on n'arrête pas d'en lancer. Donc c'est vraiment important ce type d'outil pour avoir de la visibilité, tout simplement, en tant que parent sur son outil. Et la dernière chose que la supervision parentale permet aussi, c'est de pouvoir voir les paramètres que son enfant a définis. Donc sur Messenger, typiquement, le parent va voir est-ce que n'importe qui peut envoyer un message à son enfant, est-ce que c'est seulement ses amis ou ses amis d'amis. Donc voilà, ça, encore une fois, c'est cette idée de donner un petit peu de la visibilité, pas contrôler, pas surveiller, mais vraiment d'encadrer l'activité en ligne de son ado. Ok, et puis globalement, en fait, tous ces outils, c'est vraiment à chaque fois dans les paramètres du compte. Donc en fait, on a juste besoin de lire finalement et de suivre un peu ce qui se passe. Parce que pour le coup, quand on crée par exemple une page pro Facebook, il y a tout plein de paramètres à rentrer. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que vraiment il y en a énormément. Mais finalement, tout est expliqué. Donc en fait, à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, il y a toujours un petit texte explicatif pour expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, les différentes options qui existent. En fait, ça peut prendre un petit peu de temps à faire, mais finalement, c'est poser le cadre pour que ça dure le plus longtemps possible aussi après. Donc, c'est de le faire au moins une fois bien pour que ça continue.
Exactement. Et donc, vous l'avez dit, mais tous ces outils donc, sont accessibles à tous. Ils sont aussi en français, je le précise. Et en effet, il y en a beaucoup. Donc, je pense que quand on ne sait pas par où commencer, c'est normal d'ailleurs de ne pas savoir comment s'y prendre. Il y a une ressource aussi qu'on a mis à disposition, c'est un centre familial. Donc ça, c'est concrètement un site web sur lequel vous allez, où vous avez toutes nos règles que j'ai évoquées, cette trentaine d'outils, mais expliqués de manière concise. C'est vraiment en 2 lignes, avec des captures d'écran aussi pour vous-même prendre en main sur votre téléphone directement l'outil. Vous me posez la question sur les mots cachés, où est-ce que ça se trouve? Sur ce site, on va vous dire, il faut cliquer là-dessus, puis là-dessus. C'est vraiment de la prise en main détaillée. On vous aide à chaque étape pour mettre en place ces outils. On trouve aussi sur cette page beaucoup de conseils. On en parlait, mais la première des choses, je pense que c'est d'ouvrir le dialogue avec son adolescent. Et ça, typiquement, je le disais, c'est pas simple. Et donc, on donne des conseils pour les parents sur concrètement comment on aborde ça. Parce que je pense que quand on est parent, son enfant rentre de l'école, on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Avec qui tu as parlé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as mangé? En fait, ça devrait être la même chose sur les réseaux sociaux. On devrait dire à son enfant ou poser la question ou s'intéresser tout simplement. Quel type de contenu tu regardes? Quelles sont un peu les nouvelles tendances? Parce que je pense que quand on est parent, on n'a aucune idée des tendances actuelles. Qu'est-ce que regarde son ado? Quel est le nouveau challenge sur Instagram? Donc voilà, c'est vraiment d'avoir cette discussion et ce type d'outils, la supervision parentale, ce type de ressources, le centre familial, c'est justement pour aider les parents à avoir ces discussions et avoir les clés pour la gestion en ligne de leur ado. Du coup, comment on accède à ce centre familial? C'est centrefamilial.facebook quelque chose ou comment ça se passe? Oui, je vais vous partager l'URL. C'est vraiment un site web tout simple. Je ne le connais pas par cœur, mais je vous le partagerai. Sinon, on a aussi un QR code qu'on peut vous partager pour que les parents puissent. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc vous pourrez retrouver tout ça très facilement. Alors, hier, on a eu un super événement justement pour nous parler du campus des parents. Merci d'être venu. C'était hyper intéressant et ça fait vraiment plaisir en tout cas de découvrir tous ces outils et tout ce qui va se passer par la suite, parce que même nous, en tant qu'utilisateurs depuis des années, on ne connaît pas forcément tous les rouages des paramètres et qu'on pouvait découvrir des petits trucs cachés par-ci par-là. C'est pas forcément un truc qu'on fait en tout cas comme ça. Donc c'était hyper intéressant. Et justement, pour nous donner un petit extrait pour les auditeurs aujourd'hui, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter justement ce campus des parents, nous expliquer en quoi ça consiste et ce qu'ils peuvent retrouver à l'intérieur? Carrément. Alors, le campus des parents, d'abord, c'est une initiative qui est française, et je le précise parce que ça, c'est très important. C'est vraiment une première mondiale. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, justement, pour sensibiliser sur les enjeux de protection des adolescents en ligne. Et c'est la première fois qu'on s'adresse aux parents de cette manière. L'idée est vraiment toute simple, c'est de les aider à mieux comprendre l'usage que leurs adolescents font des réseaux sociaux pour mieux les accompagner. Et en fait, on a travaillé avec beaucoup d'associations de protection de l'enfance, comme e-enfance et Génération Numérique. On a travaillé avec des associations comme l'UNAF, qui est une association familiale, et pour la première fois aussi avec des acteurs de terrain, les associations de parents d'élèves, notamment 2 acteurs qui sont vraiment la référence, c'est l'Appel et la PEP, qui sont des associations qui fédèrent quasi 1 million de parents en France et qui sont proches des parents, qui sont sur le terrain, qui comprennent complètement toutes les problématiques et les inquiétudes parfois ou les questions que se posent les parents. Et ça, pour nous, c'était important de réunir tous ces acteurs, mais aussi des personnalités politiques. Vous l'avez vu, on a eu la chance d'avoir la ministre Charlotte Cobel hier, qui est chargée de la protection de l'enfance, des personnalités publiques. On était très fiers aussi d'avoir Élodie Gossuin, qui est la marraine de cette opération et qui, elle, a 4 enfants et était une des premières justement sur Instagram à mettre une vidéo de ses enfants tous sur des écrans en disant « Oh là là, et vous, parents, comment vous faites? Comment on réagit face à ça? Qu'est-ce qu'on met comme règle en place, etc. » Donc, elle est super engagée. Et donc, ça, c'était important d'avoir des partenaires très mobilisés et très engagés sur ce sujet. Et l'idée, c'est quand on s'est tous réunis avec ces partenaires, ils nous ont tous dit, écoutez, les parents parfois se sentent un peu démunis face à l'usage du numérique, parfois un peu perdus face à l'usage des réseaux sociaux. Et l'UNAF leur disait hier, c'est 1 parent sur 2 qui se sent pas assez accompagné sur ces sujets. Un parent sur 2, c'est beaucoup. Donc on s'est dit, de ce constat, il faut faire quelque chose. On a un rôle à jouer dans la sensibilisation sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, sur toutes les plateformes. Et donc c'était très important
de lancer ce campus des parents qui est, l'idée toute simple, c'est vraiment d'offrir aux parents des formations gratuites, ouvertes à tous, pour justement leur donner toutes les clés de nos réseaux, pour leur expliquer les outils dont on se parlait juste avant et comment les prendre en main, à quoi ça sert, comment on les active, etc. Via des vidéos éducatives, via des discussions avec nos partenaires. Et très concrètement, c'est 3 temps forts, le campus des parents. D'abord, le 7 juillet, la journée nationale des parents connectés. Donc, c'est la première journée qu'on lance qui va réunir tous ces partenaires qui vont ce même jour tous publier une vidéo très brève, très didactique, je dirais, pour partager leurs conseils perso, pour mettre en avant peut-être leur outil préféré de sécurité. Encore une fois, donner des bons réflexes à adopter pour les parents. Donc ça, c'est le 7 juillet. Donc, Élodie Gossuin, la ministre Cobel, des créateurs de contenu aussi qui étaient présents hier, 10 créateurs qui ont plus d'1,7 million abonnés entre guillemets cumulés. Donc vraiment une très grande portée, parce que l'idée, c'est de toucher tout le monde. Et bien, tous vont partager leurs vidéos sur Facebook et Instagram. Ensuite, le grand temps fort aussi qui commencera à la rentrée, parce que l'idée c'est de se calquer sur l'année scolaire. Il y a la rentrée des enfants, il y a aussi la rentrée des parents. Ouais. Et à partir de septembre, on lance ce grand programme de formation donc, gratuite à tous les parents. Et concrètement, c'est des webinaires mensuels, un ou plusieurs, pour justement aborder tous les thèmes de la parentalité numérique. Donc ça veut dire l'usage des écrans et les ados, les règles toutes simples à fixer à la maison, comment aborder tel ou tel sujet. Donc encore une fois, des choses comme une boîte à outils, en fait, si vous voulez, dont les parents peuvent se saisir. Parce qu'il faut vraiment que ça soit concret et actionnable pour eux, pour qu'ils s'en saisissent. Et le plus ils s'en saisiront, le plus protégés seront nos enfants. Et c'est vraiment le sens de cette initiative. Ça, c'est les formations. Et ensuite, le dernier axe, le dernier temps fort, ça, c'est une initiative un petit peu différente, qui part d'une posture un peu d'humilité du groupe Meta, qui est de créer un comité des parents. Okay. Et là, l'objectif, donc, c'est une structure externe qui rassemble donc, ces associations partenaires, des experts. On a eu Angélique Gozlan hier, qui est pédopsychiatre spécialisée dans les questions de l'enfance, de l'adolescence avec le numérique, donc vraiment des experts qui ont fait un métier de ces sujets, mais aussi des vrais parents, parce que le but, c'est que via des réunions régulières, ils nous disent comment mieux sensibiliser sur ces sujets. Parce qu'on s'en rend compte, nous, on lance beaucoup d'outils, mais peut-être qu'on ne communique pas assez, ou peut-être mal, sur nos propres outils. L'idée, c'est de les faire connaître, parce qu'encore une fois, s'ils sont méconnus, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc, tout l'objet, c'est d'avoir ces parents avec nous et qui nous disent, non, vous devriez plutôt aller faire des flyers à la boulangerie, vous devriez plutôt aller au club de foot et faire des sessions qui nous disent, nous, en tant qu'entreprise, comment mieux communiquer sur ces outils, comment mieux les mettre en avant. Et à l'issue de cette grande initiative, on veut co-créer en tout cas, la première campagne qui est pour les parents et qui sera réalisée par les parents, donc par ces mêmes parents qui auront assisté à toutes les réunions du comité des parents. Et on se dit, qui de mieux que les parents eux-mêmes pour s'adresser à leurs pairs, aux autres parents. Et donc, on créera cette première campagne. Alors, on n'a pas encore tous les détails. On ne sait pas si ce sera une vidéo, peut-être un visuel. Le message, on ne l'a pas encore. Mais justement, c'est à l'issue de toutes ces réunions qu'on va pouvoir le décider ensemble. Et on amplifiera cette campagne. On lui donnera beaucoup de visibilité. Parce que je pense que même pour nous, en tant qu'entreprise, ça nous aidera par la suite à mieux communiquer sur nos propres outils. C'est vrai que je pense que de passer du digital au phygital, si on peut dire ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, si les parents ont du mal peut-être à utiliser déjà Instagram ou Facebook et que vous communiquez sur ces outils-là, globalement, ça va être peut-être compliqué de les toucher, alors que si, effectivement, c'est aller à la boulangerie, mettre un flyer, là, ça va être plus concret pour eux et de se dire, ok, d'accord, j'ai compris à quoi ça servait, maintenant, je peux aller sur le digital et le faire vraiment. Donc c'est super. En tout cas, c'est plein de chouettes outils. Alors, hier, après justement l'événement, j'ai posé la question à ma communauté de parents sur les questions qu'ils aimeraient poser à Meta. Donc, j'en ai sélectionné 2. Alors, mes 2 petites questions. La première, pourquoi le contrôle des contenus n'est pas plus maîtrisé ? Alors, sur la question des contenus, je pense que ce qui est important de rappeler, et je le disais tout à l'heure, mais c'est qu'il y a des règles. C'est-à-dire que c'est pas le Far West sur les plateformes. On fait pas ce qu'on veut, on dit pas n'importe quoi. Et donc, il y a des règles qui sont très claires, qui couvrent beaucoup de catégories. Par exemple, on interdit le harcèlement, on interdit les discours de haine, on interdit l'intimidation, la pédopornographie. Donc voilà, on a des règles sur tout type de contenu et on met en place ces règles en donnant des outils
aux parents, en faisant aussi du proactif, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de modération proactive et d'intelligence artificielle qui permettent de retirer un maximum de contenu qui pourrait être offensant, avant même qu'un utilisateur le signale. D'accord. Pour vous donner un exemple, sur le harcèlement, on a supprimé plus de 6 millions de contenus au premier trimestre en 2023, dont 90% de ces contenus ont été détectés proactivement, donc encore une fois, avant qu'un utilisateur le signale. Ça, c'est ce qu'on fait de manière proactive dans l'anticipation. Maintenant, il y a aussi un autre moyen quand vous tombez sur un contenu problématique, quand vous êtes face à une situation compliquée sur nos plateformes, il faut le dire. Parce qu'à partir du moment où vous nous le dites, donc à partir du moment où vous le signalez sur la plateforme, eh bien nous, on est en capacité d'agir sur ce contenu. Et ça, c'est très important. Juste pour petit rappel, je vous coupe, mais pour signaler un contenu, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire, en fait, on clique tout simplement sur le fameux contenu et je crois que c'est les 3 petits points qui doivent être au-dessus. Exactement. Ça le propose directement. Il y a écrit signaler ce contenu et c'est très facile. Enfin, c'est assez rapide. C'est pas comme si on devait aller chercher quelque part, envoyer un mail au service pré-vente de Meta pour signaler quelque chose. Donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui est facilement faisable. Donc, faut pas hésiter à le faire si jamais on tombe dessus, quoi. Oui, et c'est super important de le dire, parce que c'est très simple, c'est visible, c'est en effet les 3 petits points, vous connaissez ça par cœur. Et en fait, quand vous signalez, vous avez une catégorie, donc la liste de catégories sur laquelle vous pouvez cliquer et dire, bah voilà, je crois que ce contenu, ça relève de telle catégorie. Et ensuite, le signalement est très rapide. Et ce qui est très important, et ce que je pense que les parents ne savent pas assez, c'est quand le signalement provient d'un mineur, il est traité en priorité. D'accord. Donc ça, c'est très important de le savoir. Ça veut dire qu'on agit très très vite sur le contenu. Et en parallèle, donc ça, c'est le signalement sur nos plateformes, mais une autre ressource, un autre numéro qu'il faut activer, c'est le 3018. C'est le numéro national sur tous les sujets en lien avec la protection des mineurs en ligne. Et donc, c'est pareil, vous êtes parent, vous êtes mineur, vous êtes adolescent, vous pouvez les appeler. Ils sont disponibles 24 heures sur 24. Et c'est aussi un très bon autre canal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en contact avec le 3018. Ils nous partagent les signalements. Et en fait, ils travaillent avec nous main dans la main, avec nos équipes de sécurité, pour s'assurer que le plus de contenu problématique soit retiré. Et ce qu'elle expliquait, et je trouvais ça hyper intéressant, c'était que c'était des vraies personnes. Quand on appelait le 3018, il y a des vraies personnes derrière. Et du coup, ça traite le cas très personnellement. Donc, c'est pas du tout une plateforme ou quelqu'un qui a redirigé ou avec une information assez globale. Enfin, vraiment, sur une problématique très particulière, il y a quelqu'un derrière qui peut vraiment répondre, en tout cas, à la question. Exactement. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, la deuxième question, du coup, qui m'a été posée, est-il prévu un contrôle plus sécurisé sur l'âge des enfants qui tentent de créer des comptes ? Alors d'abord, je vais rappeler l'âge d'inscription sur nos plateformes. On ne peut pas accéder à nos plateformes si on a en dessous de 13 ans. D'accord. Il faut avoir 13 ans pour s'inscrire sur Facebook et Instagram. Maintenant, comment ça se passe ? Quand vous vous inscrivez, on demande la date de naissance des utilisateurs. La plupart des gens nous donnent leur vraie date de naissance. Maintenant, on est complètement conscient qu'il y a des gens qui mentent pour accéder à nos plateformes. Donc, comment on vérifie l'âge actuellement ? Il y a 2 moyens, 2 méthodes, si vous voulez, qu'on utilise. Il y a d'abord le signalement, à la fois de nos équipes de modération qui sont spécialisées là-dedans et qui sont vraiment formées à reconnaître des comptes qui potentiellement appartiendraient à des moins de 13 ans, et donc ils les signalent. D'accord. Ou alors, vous et moi, n'importe quel utilisateur qui a un doute, qui se dit « Tiens, cette personne, je pense qu'elle n'a pas l'âge d'être sur la plateforme, elle doit avoir moins de 13 ans », eh bien, vous pouvez le signaler. Okay. Donc, quand vous signalez ce compte, eh bien, il est placé dans un espèce de point de contrôle, et tant que le propriétaire du compte n'aura pas prouvé son identité, il ne réaccédera pas au compte. Et quand on a lancé cette fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est que le premier mois, on a supprimé 600 000 comptes dans le monde de personnes qui n'avaient pas 13 ans et qui avaient donc menti sur leur âge. Donc ça, c'est la première méthode qui est importante. La deuxième, c'est qu'encore une fois, on utilise l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est assez capable et permet de détecter certains signaux. C'est-à-dire que si demain, votre enfant publie à son anniversaire et a des messages qui sont publiés sur son fil d'actualité qui lui dit « Joyeux anniversaire de tes 11 ans », typiquement, la machine va détecter ça et va dire j'ai un petit peu un doute sur l'âge de la personne. Et pareil, point de contrôle, le compte est suspendu jusqu'à ce que la personne prouve son âge. Donc ça, c'est important de savoir ça. Bien sûr, c'est un défi qui est extrêmement complexe, qui est un défi adressé à beaucoup d'acteurs de l'industrie. Et nous, on travaille beaucoup avec les décideurs politiques, avec les associations, avec les parents aussi, parce qu'on a besoin de ces retours terrain pour améliorer
améliorer ces techniques et s'assurer que le plus de nos utilisateurs ne mentent pas sur leur âge et et l'âge approprié pour être sur notre plateforme. D'accord. Et du coup, je me demandais un truc, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de repérer, par exemple, si l'enfant est en train d'écrire son âge et que d'un coup, on voit qu'il a un peu douté et qu'il calcule, enfin, d'une certaine façon, en disant, oula, en fait, il faudrait que je bouge un petit peu l'année parce que là, on n'est pas bon, quoi. Alors ça, c'est une question super précise. Je peux pas vous répondre là-dessus. En tout cas, l'intelligence artificielle prend plusieurs signaux en compte. Donc là, je vous ai donné un exemple sur le anniversaire de tes 11 ans. Et en fait, je pense à ça parce que j'ai une amie très récemment qui a un fils qui a un fils de 11 ans et qui m'a dit « Oh là là, ils ont encore bloqué le compte de mon fils, je comprends pas. » Je dis « Mais ton fils a 11 ans, donc il n'a pas le droit d'être sur la plateforme. » Et je lui dis « Mais t'inquiète pas, t'es pas la seule. Et c'est normal, faut pas s'en inquiéter. C'est parce qu'en fait, il n'a pas l'âge d'y être. C'est 13 ans. Et donc, malheureusement, je suis désolée, mais il ne pourra pas avoir un compte tant qu'il n'a pas 13 ans. Donc, dans 2 ans, reviens me voir et ça ira mieux. » Mais donc, voilà, c'est vraiment un principe important. Et surtout, voilà, c'est un des signaux, mais il y en a d'autres. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si un enfant peut suivre des pages un peu... voilà, je dis n'importe quoi, mais Choupi Magazine. Enfin, on va détecter d'autres signaux qui vont être des indicateurs, qui vont donner un doute à l'intelligence artificielle, si vous voulez, qui vont lui faire se poser des questions et dire tiens, peut-être que cette personne a moins de 13 ans. Après, si la personne a plus de 13 ans et qu'elle le prouve, eh bien, elle regagne accès à son compte, bien sûr. D'accord. Oui, donc c'est vraiment en fait le fait d'accumuler un maximum d'informations qui recoupent pour se dire, ok, est-ce que cette personne a 13 ans ou non? Et dans ce cas-là, on agit en conséquence, quoi. Exactement. Ok, bon bah du coup... Et puis aussi, principalement, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste d'en parler tout simplement avec son enfant si on remarque que du coup, il a créé un compte aussi. Ça peut être une solution, d'en parler. Bien sûr. Je pense qu'en effet, on ne le dit pas assez, mais la première des choses sur tous les sujets en lien avec l'adolescence et le numérique, c'est d'ouvrir le dialogue, c'est de se parler, de communiquer. Et d'ailleurs, c'est ce que les associations nous disent. C'est le premier des conseils qu'elles donnent. Ensuite, c'est de se saisir des outils. Je pense que c'est très important. On en a évoqué plusieurs. Mais voilà, se saisir des outils à disposition. Et quand ça ne va pas, signaler. C'est la première des choses. Super. Alors, il y a une petite question que je pose à tous les invités du podcast. Donc, c'est le moment de transmettre un message. Donc, quel message aimerait transmettre Meta aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Le message, c'est qu'on veut vous aider, on veut aider les parents à se saisir de nos outils, on veut vous donner les clés parce qu'on est conscient que c'est pas simple de gérer un adolescent, c'est pas simple, encore une fois, de suivre son activité en ligne. Et donc, voilà, on veut donner les clés, on veut vous transmettre des conseils, partager des bons réflexes à avoir quand ça va et quand ça va moins, quand on est confronté à des situations compliquées, pour agir et réagir face à la situation, et ces outils pour aussi vous rassurer, pour avoir plus de visibilité sur ce que fait votre adolescent. Donc voilà, ça c'est des choses très importantes et le message c'est de vous inscrire à ces formations que nous allons lancer en septembre pour pouvoir vous instruire sur tous les conseils et aussi poser vos questions parce que l'idée c'est évidemment que vous puissiez partager vos inquiétudes, vos questions. Vous n'êtes pas les seuls, tous les parents ont ces questions et c'est bien normal parce que voilà, le numérique c'est un sujet vaste, il y a beaucoup de choses, ça évolue en permanence, donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Alors pour finir, justement, on l'a dit tout à l'heure, on mettra tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile. Mais comment on peut suivre un peu toutes les informations sur le campus des parents avant même que la formation existe en septembre? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique? Alors, on a mis à disposition des articles sur notre newsroom, donc sur notre espace où on a toutes nos actualités d'entreprise. Donc là, vous avez déjà toutes les associations qui y participent et c'est via les associations, via les fédérations de parents, via aussi les créateurs de contenu qui se sont engagés, qui sont des créateurs de contenu par ailleurs parents. Donc je pense que même en tant que parent, c'est intéressant d'aller les suivre parce qu'ils parlent d'ailleurs avec beaucoup d'humour de leur quotidien de papa et de maman, de comment ils gèrent ça. Les suivre via eux et ensuite nous, on communiquera du coup plutôt vers septembre sur toute cette initiative. On dévoilera les thèmes des webinaires et surtout les dates et les heures et les liens pour s'inscrire, pour les suivre. Super. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais mettre en description de l'épisode déjà il y en a 10 créateurs de contenu, donc on peut mettre les 10 déjà à suivre. Et puis justement, le centre d'aide avec toutes les infos déjà qui existent déjà pour pouvoir un peu se mettre à la page dès aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi et j'espère en tout cas que les parents seront contents d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Et j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!